Un petit peu sur cette dernière journée du printemps Isopus. Alors, attention, dernière journée ne veut pas dire qu'on vous abandonne après. On va inventer des nouveaux trucs. Après, on a plein d'idées. En tout cas, merci de vous connecter. Même si vous êtes loin, j'ai vu qu'hier, on avait des coucous du Portugal, des coucous de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est les joies d'Internet. Donc, bonjour à toutes les contrées lointaines. Et moins lointaines d'ailleurs aussi. Bonjour à tous. Et donc, on a aujourd'hui le docteur Gaillard qui est avec nous, qui est là, donc mon collègue algologue, médecin de la douleur, qui connaît bien la fibromyalgie, qui suit beaucoup de patients, et donc on va essayer de parler des médicaments dans la fibromyalgie. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser parler, et puis après, je lui poserai des questions. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors je vous remercie de cette invitation. Donc on va parler des médicaments en sachant que si je paraphe un célèbre... j'ai déjà oublié. Bon, toujours est-il que poète, voilà, Aragon, ou pour la femme et l'avenir de l'homme, en tout cas, le médicament n'est pas l'avenir du fibromyalgie. Voilà. À partir de là, aucun médicament n'a l'autorisation de mise sur le marché pour la fibromyalgie en France. Donc, on est allé faire notre marché aux États-Unis parce que les États-Unis sont toujours en avance sur nous. Et donc, ils ont fait des études et ils ont retenu un certain nombre de molécules qui peuvent avoir des effets positifs pour le fibromyalgique. Mais il n'y a pas de traitement de fond. On est bien d'accord, ce sont des médicaments pour traiter des symptômes que vous présentez, différents symptômes. Donc, il n'y a pas un traitement universel pour tout le monde. Alors, je n'aborde pas les médicaments par classe, en fait, je les aborde par efficacité. Et donc, le premier médicament qu'on a l'habitude de citer pour la douleur, en fait, avant de me lancer dans les noms de médicaments, puis en plus, il faudra que j'ai pas les noms génériques, hein, donc on va prendre les noms de spécialité, ça va faire tiquer un peu. La douleur, faut vous la représenter comme un triangle, avec un pic au sommet, et puis à l'intérieur des constituants. Donc le pic c'est l'intensité douloureuse. Vous montez, vous êtes entre 4, 5, c'est supportable, vous montez à partir de 6, 7, 8, là ça l'est plus. Donc vous avez le pic douloureux en haut. Et puis vous avez à l'intérieur tout ce qu'on appelle les qualités de la douleur. Parler de qualité. C'est les fourmillements, c'est la sensation d'étau, c'est les crampes, c'est les brûlures, c'est les décharges électriques, enfin voilà, c'est tous ces symptômes-là qui sont des qualités de la douleur. Et ben ça se traite pas de la même façon. En tout cas, le pic douloureux, il faut le traiter par des antalgiques purs. Et ce qui est à l'intérieur, on va vous donner d'autres médicaments. Alors, les pics antalgiques, parce qu'il ne faut pas laisser s'installer une douleur à 7-8 toute la journée. Ça s'inscrit dans le cerveau et après, vous vous en débarrasserez pas. Donc, quel médicament vous avez pour agir sur la douleur? Le premier, c'est le tramadol. Les États-Unis ont trouvé dans leurs études que le tramadol avait un certain effet sur les douleurs de fibromyalgique. Sauf qu'on est obligé d'augmenter les doses, qu'on est obligé d'atteindre les doses maximales de 400 mg par jour, pas plus, et que c'est vrai qu'un patient qui sera au long cours à 400 mg par jour, on aura du mal à s'en débarrasser. Donc le tramadol, avec les effets secondaires que vous connaissez, en particulier la constipation, entre autres. Ça, c'est le médicament pour la douleur, et que tout le monde ne supporte pas. Ensuite, le deuxième médicament qu'on cite, c'est, ça va faire tiquer, mais c'est la duloxétine. La duloxétine, ça a été vendu aux États-Unis entre 30 et 60 mg par jour pour son efficacité sur les douleurs de la fibromyalgie. Sauf que ce médicament, entre 60 et 120 mg, c'est un antidépresseur. Donc, vous allez vous dire, quand l'algologue prescrit à 60 mg et que le psy prescrit à 60 mg, qu'est-ce que vous faites les docteurs là? En fait, la duloxétine, c'est un médicament qui permet d'apporter ou en tout cas de préserver la sérotonine. Alors ça, j'explique ça en consultation. La sérotonine, c'est un constituant qu'on a en nous et qui a été mis, dont on a montré que le déficit entraînait des syndromes dépressifs. D'où le rapprochement dans l'esprit de certains. C'est dans la tête que ça se passe. C'est une dépression et c'est rien d'autre. Donc en fait, la duloxétine, elle agit sur la douleur entre 30 et 60 mg. C'est ce que je prescris. Et s'il y a vraiment un médicament que j'aurais tendance à pousser, c'est celui-là. Parce que même si l'objectif principal, c'est de traiter la douleur, si on vous amène un peu de sérotonine ou si on économise un peu de la sérotonine, on va agir sur l'humeur du patient. Et donc l'humeur, elle est quand même un petit peu dégradée parce qu'à force de souffrir, on est un peu en souffrance, en douleur morale. Donc c'est pas plus mal. Voilà
un médicament. Et comme je suis très prudent, alors ça je vous le dis c'est pas en off puisque je suis en direct, mais je tiens à ce que le patient réussisse son adaptation à la duloxétine, 30 mg. J'y vais de façon très progressive. Et ça, vous le trouverez pas dans les livres. En fait, au lieu de dire, vous prenez un comprimé tous les soirs à partir de demain, je leur dis, vous prenez un comprimé tous les 3 jours pendant 3 semaines. Puis après, un comprimé tous les 2 jours pendant 3 semaines encore. Et enfin, un comprimé tous les soirs. En fait, je laisse votre corps s'habituer à un médicament pour pas que vous me téléphoniez le lendemain en disant, j'ai eu un petit vertige ce matin en me réveillant, c'est la duloxétine, j'en veux plus, c'est fini, j'arrête. Non, ça, je pourrais pas savoir si ça marche ou pas. Autre médicament que je cite, on change de catégorie. Donc, vous voyez, on n'est pas strictement dans la douleur, on traite les symptômes, c'est le sommeil. Alors, le sommeil, c'est très difficile à prendre en charge pour nous. Enfin, c'est vous qui le subissez, mais c'est très difficile à prendre en charge. Je pense même qu'on devrait se spécialiser à aller faire un DU sur le sommeil pour comprendre certaines choses. Mais ça sous-entendrait derrière avoir des appareils d'enregistrement du sommeil. Et en fait, c'est pas vraiment notre métier. Mais ça... Et des consultations de sommeil, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est un vrai problème, le sommeil, parce que si vous ne récupérez pas, eh ben, vous aurez les douleurs, vous les sentirez encore plus le lendemain. Donc, alors, le médicament qu'on a, qu'on aime bien utiliser en France, en tout cas, c'est le Laroxyl. Le Laroxyl, c'est un vieux médicament français, antidépresseur, mais antidépresseur à partir de 75 gouttes. Donc nous, on va aller jusqu'à 24 gouttes. Donc on n'est pas là encore, on n'est pas dans la même cour de récréation. Nous, ce qu'on veut, c'est sur le sommeil. Donc on prescrit 2 gouttes par semaine. Enfin non, 2 gouttes tous les soirs, mais pendant une semaine. Et après, on augmente de 2 gouttes toutes les semaines. Là, c'est pareil, on veut une adaptation progressive. C'est le patient qui décide entre l'effet désagréable du Laroxyl, à savoir être zombie un peu le matin et pas être capable de se lever, de s'occuper de ce qu'on a à faire, et puis une amélioration sur le sommeil. Donc ça, c'est indépendant. C'est dépendant de chaque patient. C'est-à-dire que pour l'un, l'équilibre, ça sera 6 gouttes peut-être, l'autre, ça sera 12 gouttes ou 14 gouttes. Ben, jusqu'à 24 gouttes, voilà, on peut agir, et c'est le patient qui trouve son équilibre. Mais il n'y a pas que ça sur le sommeil. Là, Laurence, elle prescrit, elle, d'autres choses, comme des médicaments à base de mélatonine en particulier. Mais la mélatonine, c'est pas un médicament miracle du sommeil. Ça se prescrit pas tout le temps. Il y a des conditions particulières. C'est pour ça que je vous disais qu'il faudrait qu'on aille faire un DU sur le sommeil. Bon, et dernier médicament qu'on cite dans la fibromyalgie, c'est les antiépileptiques. Et les antiépileptiques, pourquoi? Parce que c'est ceux qui vont traiter toute la base de la pyramide dont je vous avais parlé, tous les petits symptômes là, qui sont liés à une atteinte à la sensibilisation centrale de votre système de transmission de la douleur. C'est votre système de transmission de la douleur qui s'exprime par les fourmillements, les picotements, tout ça. Donc on va donner des médicaments qui agissent au plus près des nerfs. Et alors on est allé faire notre marché chez les neurologues, parce que nous on n'a rien. Et donc on a trouvé les antiépileptiques, donc il y en a 2, la prégabaline et puis la gabapentine. La prégabaline a eu un effet de mode extraordinaire aux États-Unis quand ça a été mis en vente. Donc ça a été reconnu en autorisation de mise sur le marché pour la fibromyalgie, en sachant que ce médicament a beaucoup d'inconvénients. Ces médicaments ont quand même pas mal d'inconvénients. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'effets secondaires, entre autres chez les femmes, la prise de poids. Donc, et puis qu'en fait, il fallait traiter 7 à 8 patients pour obtenir un effet positif chez un patient. Donc, ça veut dire que dans la population de patients, je donne ça à 8 patients pour espérer qu'il y en ait un qui réponde. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais vous comprenez que j'hésite à le donner, quoi. Alors, ce qui fait que ma façon de faire, c'est que quand j'ai un patient qui arrive avec ce médicament-là, qui me dit ça me fait du bien, je l'enlève pas. Par contre, je le propose jamais en première intention. Bon, là, en sachant aussi qu'il y a du mésusage, c'est-à-dire que l'effet positif du Lyrica, entre autres, c'est à partir de 300 mg. D'ailleurs, ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de 300 mg, on ne sait pas ce qu'on fait. Et puis, en tout cas, c'est pas un médicament de l'urgence, c'est pas un médicament du pic. Donc, c'est pas la peine d'aller bouffer un comprimé de Lyrica supplémentaire dans la journée en espérant diminuer le pic. Ça ne marchera pas. Si on veut, voilà, c'est les quatre principaux médicaments que j'ai pour essayer de vous soulager. En tout cas, contre-indication des médicaments pour le fibromyalgique, pour les douleurs de fibromyalgique, celles que vous connaissez, qui circulent à droite, à gauche tout le temps. La morphine, pas de morphine chez les fibromyalgiques. Les anti-inflammatoires, même si parfois ça peut aider. Je sais que Laurence bout d'intervenir sur les anti-inflammatoires, elle le dira. Alors on a dit la morphine, les anti-inflammatoires, les corticoïdes. Donc ça, oui, il faut éviter. Éviter. Ouais. Puis il y en avait un autre.
Ça va nous revenir. Bon. Voilà. C'est Et puis surtout pourquoi? Alors pourquoi je voulais revenir sur le pic? Parce que je vous ai dit le tramadol. Mais en fait, dans votre esprit, il faut savoir que les antalgiques purs, comme j'ai dit, pour le pic, c'est palier 1, les paliers 1 de l'OMS. Palier 1, c'est le paracétamol. Je sais, ça vous fait rien. Mais on peut le rajouter parce que c'est un effet supplémentaire. Le paracétamol. Je cite pas les anti-inflammatoires exprès. Palier 2, il y a 3 molécules. Alors on peut faire la danse entre les 3. La codéine, la poudre d'opium pour la lamaline, et puis le tramadol. Mais c'est du palier 2 pour les 3 médicaments, pour ces 3 classes, et c'est pas la peine d'aller les mélanger. C'est pas la peine de prendre deux de la même catégorie. Ça te fait pas ça. Et pourtant, il y a des patients qui vont, dans la journée, prendre de la codéine, le soir, vont prendre un tramadol pour aller se coucher, enfin. Voilà. Cuisine. Et enfin, le palier 3, c'est la morphine. Donc, on vous en donnera pas. Et pourtant, il y a des patients fibromyalgiques qui arrivent avec de la morphine. Alors, ça, on a dit, c'est pas pour vous. Sauf qu'on a dit que c'était pour les douleurs de fibromyalgie. Les douleurs de fibromyalgie, on est d'accord, c'est celles qui tournent partout dans votre corps, tous les jours, auxquelles vous avez l'habitude. Un jour, ça sera là, le lendemain, ça sera là. Mais si la douleur devient un peu plus persistante, si ses caractères se modifient un petit peu, vous avez bien le droit de faire une vraie tendinite de l'épaule ou une vraie sciatique ou une vraie autre chose. Donc à ce moment-là, on fera une cure courte et dans laquelle on associera souvent les anti-inflammatoires. Et le dernier médicament que j'ai à ma disposition, c'est la kétamine. La kétamine, c'est un anesthésique puissant, ça va agir sur les voies de transmission de la douleur en renforçant des systèmes inhibiteurs qui sont là, qu'on a chacun entre nous, mais qui ne fonctionnent pas bien chez le fibromyalgique, et ça va aller renforcer cette action-là. C'est sous forme de perfusion, il faut rentrer en clinique, passer au moins une journée. Pour l'instant, le mode d'organisation, c'est une journée, mais des fois, on prenait, avant le Covid, on prenait en hospitalisation pendant 3 jours. Ça permettait de voir l'adaptation au traitement. Donc ça, maintenant, on ne la propose pas en première intention, la kétamine. Avant, ça se faisait beaucoup. Mais c'était devenu une habitude. On avait des patients qui venaient toutes les 3 semaines et puis je vais caricaturer, je vais vous faire bondir sur vos sièges, ils venaient chercher leur biberon de kétamine. Et ça, c'est hors de question. Vous ne devez pas avoir d'attitude accrochée comme ça sur un médicament. C'est pas dans l'esprit de la prise en charge du fibromyalgique. Le médicament n'est pas l'avenir du fibromyalgique. Je vais pas, quand je vous vois à 35 ans, je ne vais pas vous donner des médicaments en vous disant jusqu'à 85 ans, vous allez en bouffer. Il faut qu'on soit d'accord qu'il y a autre chose à chercher. Et c'est toutes les autres prises en charge que vous avez évoquées tout au long de la semaine. Voilà, moi, Laurence, c'est ce que je voulais dire sur les médicaments. Après, je peux répondre aux questions. Après, oui, alors on peut peut-être déjà voir s'il y a des questions parmi les personnes qui sont là. J'en ai oublié un médicament, c'est l'Acupan. Le Néphopam. Alors, le Néphopam, voilà. Alors, il rentre dans aucune catégorie, en fait, pour nous, au plan pharmacologique. Donc, on l'utilise un peu comme un dernier recours. C'est-à-dire, quand rien d'autre marche, on va vous donner de l'Acupan. Voilà. Ah, voilà, c'est revenu, super. Voilà. Donc, on a fait une pause. Hein. On parlait du Néphopam, l'Acupan. Voilà, dont on ne savait pas exactement quelle place lui attribuer. En tout cas, au plan pharmacologique, c'est difficile. Est-ce que c'est un palier 2? Est-ce que c'est un palier 1? En fait, on l'utilisera pas en dernier recours, mais on l'utilisera quand on essaye de calmer absolument des douleurs diffuses. Et c'est patient dépendant. Il y a des patients qui vont le trouver efficace et d'autres non. Mais c'est un peu vrai pour tous les médicaments. En fait, si un médicament agit chez 30% de nos patients fibromyalgiques, on est content. Donc ça explique que chez certains ça va marcher et chez d'autres, quand vous échangez entre vous, vous dites mais moi je comprends pas, m'a donné ça, c'est très bien. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'ordonnance type pour un fibromyalgique, on est d'accord? Et quand vous parlez en fait du coup des paliers, c'est-à-dire 1, 2, voire stade 3 où on part sur la kétamine, comment vous arrivez à différencier en fait un patient qui arrive vraiment en stade où pour la plupart vous ne pouvez plus les toucher? Oui, alors la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question c'est en termes de paliers dentalgiques, comment on en arrive jusqu'à la kétamine finalement? Oui, voilà. Quels sont les critères décisionnels? C'est ça, et surtout au niveau est-ce que c'est toujours sur le même point où vous vous référencez par rapport aux différents points de douleur oui, est-ce qu'il y a des critères? L'état en fait global de la personne quand elle vient vous voir en consulte, par exemple en première ou deuxième consultation, et qu'elle arrive déjà limite en situation d'extrême douleur, ou que c'est même plus gérable, ou parce qu'il y a des fois où Donc la question c'est, est-ce qu'on... Ah bah attends, ça ne marche plus.
Oui, donc la question c'est, est-ce que c'est des patients très très algiques, on s'amuse à faire un palier 1, palier 2, et seulement après la kétamine, ou est-ce qu'on va très vite d'emblée à des choses plus fortes? C'est ça la question. Non, je pense qu'on va aller très vite. C'est l'intensité qui va décider. En fait, le classement des paliers, au départ, c'était lié à l'intensité. L'intensité minime, c'était en dessous de 4,3, c'était paracétamol, palier 1. Ensuite, c'était palier 2. Et puis, on passait à la morphine à partir de 8. Donc, c'est le palier qui va décider. Mais il y a l'intensité de la douleur, d'accord. Il y a la diffusion des douleurs quand le patient ou la patiente est perclus de douleur, qu'il y en a partout. C'est peut-être là qu'on ira à la kétamine. Mais la kétamine, maintenant, je l'utilise, comme je veux pas de patients qui soient habitués à la kétamine, je l'utilise pour passer un cap. Passer un cap difficile, eh ben, on va programmer une perfusion par mois pendant 3 mois. Ça, c'est pour passer des caps difficiles. Et puis du coup, on n'ira pas au-delà de 6 perfusions dans l'année. Le patient, il sait avec moi que je ne ferai pas plus de 6 perfusions parce que la kétamine, ça a des effets secondaires. Hein. Il faut surveiller le foie, il faut faire les enzymes hépatiques. Ça peut vous donner au bout de 15-20 ans des cystites interstitielles. Moi, je serai à la retraite et je serai plus là pour m'en occuper, mais vous serez pas content. Vous direz, il m'a donné ça, mais voilà. Donc c'est l'intensité de la douleur et la diffusion des douleurs. Et après, on compte sur vous, par contre, pour nous dire, cette douleur-là, elle est différente. Elle est différente et elle mérite autre chose. Par exemple, ça, je le dis souvent en consultation, le cas de la douleur thoracique. Vous avez des douleurs thoraciques, ma patiente préférée de ce matin, parce qu'elle est là, elle a très mal au thorax, d'accord? Sauf que bon, elle la connaît, cette douleur, elle est un peu plus intense aujourd'hui parce qu'il y a un peu de stress. On était en train de parler d'un exemple sur les douleurs du thorax. Voilà. En fait, c'est un échange permanent entre le médecin et le patient parce que vous avez l'habitude de vos douleurs, mais parfois elles peuvent changer de tonalité. Et donc cette douleur thoracique, pourquoi je la prends en exemple? Parce que vous êtes habitué à vos douleurs qui vont suivant les jours, mais un jour précis, elle peut être à gauche. Ou à gauche, alors là, c'est l'angoisse immédiate, c'est le cœur. C'est le cœur qui parle. Et donc, si vous décidez d'aller aux urgences, c'est que vraiment cette douleur, elle est différente des autres. Et quand vous allez arriver aux urgences, vous dites surtout pas je suis fibromyalgique. Parce que sinon, là, c'est comme un écran qui se ferme devant un casque, l'écran qui se ferme devant l'urgentiste. Elle est fibromyalgique, c'est une douleur 1, paracétamol, dehors. Si vous y avez été, c'est que vraiment vous la trouvez angoissante et qu'elle est différente cette douleur. Donc vous laissez le médecin aller jusqu'au bout du raisonnement. Elle a une douleur ici, je lui fais un électro, je lui fais une prise de sang, je vérifie sa troponine, etc. et autre chose, d'accord? Et vous le laissez aller, d'accord, vous allez perdre 3 heures aux urgences, mais au moins vous serez rassuré sur cette douleur et après vous la maîtriserez mieux puisque vous aurez vécu un épisode et vous savez mieux faire, d'accord? Et la douleur, il faut être à l'écoute, c'est-à-dire qu'elle peut changer quand même. Hein. Donc je vous l'ai dit, la tendinite de l'épaule, ça peut arriver, la sciatique, ça arrive. Et si la sciatique arrive, eh ben, on fera un examen pour aller voir s'il n'y a pas une hernie discale. Vous avez le droit de changer. C'est d'ailleurs le problématique de ces douleurs, le fibromyalgique, de dire mais oui, c'est la fibromyalgie, vous pouvez y aller. Alors on n'a pas parlé des douleurs, je te laisserai parler des douleurs abdominales parce que j'ai pas... En fait, tous les médicaments sont symptomatiques. Donc, il y a un médicament, on va utiliser les médicaments qui agissent sur le sommeil, on va utiliser les médicaments qui agissent sur les douleurs à tel endroit. Alors, les anti-inflammatoires, c'est vraiment pas notre panacée pour les fibromyalgiques, parce que on en fait une maladie plutôt sur le système de transmission de la douleur, donc le système nerveux. Donc, c'est plutôt des médicaments de cette nature-là qu'on va aller chercher. Sauf que, je sais pas si Laurence en avait parlé dans la semaine, mais les études ont l'air de montrer qu'il y a une inflammation au niveau de certaines cellules du cerveau. Mais pour l'instant, on n'a pas montré que les anti-inflammatoires agissaient. Alors, il y a clairement des patients à qui ça fait du bien. Donc là, bien évidemment, quand il y a une efficacité des anti-inflammatoires, il faut être sûr qu'il n'y ait pas une maladie rhumatismale inflammatoire en dessous. Mais à partir du moment où on a vu un rhumatologue, on a éliminé ce diagnostic, les anti-inflammatoires peuvent apporter un plus, mais on ne les prend pas au long cours. Et nous voilà. Ah ben nous voilà. Donc on parlait des anti-inflammatoires. Excusez-nous, on est obligé de vous laisser vous reconnecter. Parce que ça s'est arrêté, faute de connexion. Donc on parlait des anti-inflammatoires. Donc je disais qu'il ne fallait pas les prendre au long cours. Il y a uniquement dans certains rhumatismes inflammatoires qu'on les propose au long cours. Parce que c'est quand même embêtant pour l'estomac, pour le rein, voilà. Par contre, ça peut être utile ponctuellement pour passer des caps. Parce que, par exemple, en cas de migraine, l'ibuprofène, ça peut être vraiment bénéfique. En cas si vous répondez aux anti-inflammatoires, vous savez que vous vous sentez mieux avec, ben quand vous n'êtes pas bien, voilà, on peut faire 3 jours, 4 jours pour passer le cap, et puis après on arrête en protégeant bien sûr l'estomac. Mais il n'y a pas d'indication à les faire au long cours. Nous avons vraiment des problèmes de connexion. La limite que je dis aux patients, c'est 10 jours par mois.
vous n'allez pas au-delà de 10 jours de consommation d'anti-inflammatoire par mois. Ouais, c'est pareil, moi je dis 7 Ça veut dire que faut espérer, parce que c'est vrai que l'anti-inflammatoire sur la migraine c'est une bonne indication, mais donc ça veut dire qu'il faut pas prendre pour les migraines, il faut pas en avoir plus de 10 jours par mois, parce que sinon ça commence à devenir compliqué, il faut trouver d'autres solutions. Trouver d'autres traitements, ouais. D'accord. En fait, bon, le traitement, comme je l'ai dit, j'ai peut-être trop répété, c'est symptomatique, on traite un symptôme. Et en fait, l'intensité de la douleur. Alors là, n'attendez pas de miracle, hein, les médicaments vont pas vous faire passer de 8 à 0. Ça, c'est pas vrai. Ah, ça y est, ça revient. Donc, il y a l'intensité de la douleur. On peut vous interroger sur l'intensité de la douleur, mais on vous interroge aussi sur la sensation douloureuse. Et là, vous serez surpris avec tout ce que vous avez mis en place à côté. Hein. C'est-à-dire que votre intensité douloureuse, elle va passer de 8 à 6. Pas grand-chose, 1%. Mais en fait, si on analyse la sensation douloureuse, vous me direz, ça va beaucoup mieux, parce que le matin, je suis moins verrouillé, je peux faire plus de choses, je suis plus actif dans ma journée. Et le gain est plus, sur la sensation douloureuse, il est plus important. Et cette sensation douloureuse, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus, toutes les techniques d'à côté, c'est là qu'il faut les mettre en œuvre pour avancer. Oui, alors ça, c'est vrai que la cotation numérique de la douleur, c'est pas très adapté à la fibromyalgie. Voilà. Ouais. Donc alors là, on était aux anti-inflammatoires. Donc, okay, oui, donc voilà, les anti-inflammatoires, on essaye de ne pas dépasser 7 à 10 jours par mois, grand maximum. Voilà. Et puis là, après, donc, on a des questions sur... Alors, on a des questions sur le CBD. Donc, effectivement, il y a des patients qui... Donc, le CBD, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie autorisée du cannabis. Dans le cannabis, bon, il y a pas mal de molécules, mais il y a la partie... il y a une molécule qui s'appelle le CBD, qui peut avoir une efficacité dans la douleur et qui est autorisée, qu'on peut... acheter, utiliser en gouttes, en huile, en tisane, enfin sous pas mal de formes. Et puis le THC, qui est la partie du cannabis qui va donner l'effet psychogène, hein, l'effet un peu planant. Et donc celle-là n'est pas autorisée. Donc il y a des gens qui essayent le CBD, et notamment en gouttes. Moi je trouve que la forme goutte est intéressante parce que l'idée c'est, chez les gens qui vraiment s'en sortent pas sur la douleur, en tout cas s'ils veulent essayer, c'est vrai que c'est assez cher, mais en tout cas on essaie de faire 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, d'essayer de trouver la plus petite dose efficace. Bon, si ça marche pas, ça marche pas, mais si ça marche, ça peut être un petit plus. Voilà, donc moi j'interdis pas le CBD, en sachant que pour le cannabis médical, il y a une expérimentation qui est en cours, qui a été un petit peu retardée par la crise du Covid, mais qui a commencé. Il y a plusieurs indications dans laquelle le cannabis va être testé en France, mais il n'y a pas la fibromyalgie. Alors par contre, il y a la sclérose en plaques, les soins palliatifs en cancérologie, les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques. Alors par ce biais-là, des douleurs neuropathiques, les patients fibromyalgiques peuvent rentrer dans l'expérimentation, mais en tout cas, il n'y a pas d'expérimentation sur la fibromyalgie proprement dite. Alors cette expérimentation, c'est 3000 patients en France pendant 2 ans, et le centre hospitalier qui fait partie de l'étude, le médecin algologue, va faire rentrer 13 patients dans l'essai. Oui, c'est ça. Donc, elle va sélectionner parmi tous ces patients 13 patients pour... Donc, en priorité, ça va être les douleurs neuropathiques, c'est à peu près sûr. Donc, je ne sais même pas s'il y aura un fibromyalgique qui va rentrer dans l'étude. Moi, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, ceci étant, il y a un décalage entre le discours médiatique sur le CBD et le discours médical. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est très réservé sur l'efficacité du CBD. L'efficacité directe du CBD sur la douleur, sur les voies de la douleur, sur la transmission de l'influx douloureux. Toutes les études qu'on a médicales, elles ont de la peine à montrer une efficacité sur les processus chimiques de transmission de l'influx douloureux. Par contre, le CBD agit sur la voie parallèle de la sensation douloureuse, sur la voie parallèle du bien-être, et c'est par cet intermédiaire-là que parce que le patient se sent mieux, il ressent moins la douleur. C'est important. Il n'y a pas vraiment d'études dans la fibromyalgie. Et il n'y a pas vraiment d'études dans la fibromyalgie. C'est pour ça d'ailleurs que les fibromyalgiques n'entrent pas dans la... Voilà. Mais sinon, l'étude médicale proprement dite, elle va utiliser différentes formulations dans les médicaments. Il y aura des formulations avec 0% de THC, et donc que du CBD, et avec des formulations avec 20% de CBD et le reste avec du THC. Non, l'inverse. Et puis l'inverse aussi. Ah oui, l'inverse. Et l'inverse aussi. En fait, la partie médicale, l'expérimentation va associer du THC et du CBD. Du coup, s'il y a du THC, on retombe sur la législation des stupéfiants, et donc le patient s'engage pendant les 2 ans de l'étude à ne pas conduire. On lui fait signer, s'engage à ne pas conduire pendant 2 ans. Parce qu'il y a encore du THC dedans. Donc le CBD, nous, on est d'accord pour que vous le preniez. On peut donner des explications. On peut vous envoyer dans les magasins qui en vendent. Tous ceux où il y a du vapotage, là, ils en vendent.
Et après, la difficulté, elle est de savoir qu'est-ce qu'une consommation excessive dans le CBD. Il n'est pas question d'aller vous bourrer de CBD non plus. Hein. Donc, c'est pour un certain soulagement. Oui, c'est ça. Oui. Alors, il est possible que le THC ait une certaine efficacité, mais c'est pas autorisé. Donc, ben voilà. Voilà. Pour l'instant, on en est là pour le CBD. Vous êtes, en l'utilisant, vous êtes dans le CBD récréatif. Vous n'êtes pas dans le CBD médical. Et ce qu'on va vous expliquer en consultation, en vous disant vous pouvez aller jusqu'à 5-6 gouttes, c'est... Voilà, c'est un peu empirique, hein, parce voilà. c'est un peu empirique. On est dans le bien-être, là, hein, on est d'accord. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait, Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur... parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder. Non. Donc, moi, je voulais juste revenir sur les formulations des médicaments. Parce que dans les médicaments, il peut y avoir du gluten et du lactose. Et puis, par ailleurs, souvent, les fibromyalgiques tolèrent mal les médicaments. Et donc, du coup, moi, j'utilise volontiers des formulations petit dosage ou des gouttes, par exemple. Alors, par exemple, le tramadol, j'aime bien l'utiliser en gouttes parce que d'abord, je suis sûre qu'il n'y a pas de lactose et pas de gluten. Et puis ensuite, le patient peut prendre des toutes petites doses. Donc, si 5 gouttes suffisent, 5 gouttes suffisent. S'il en faut 15, il en faut 15. On peut prendre 15 gouttes de Topalgic en suspension buvable plusieurs fois par jour en dose qui va agir vite, quoi. Mais si 5 gouttes suffisent et que 15 gouttes c'est mal toléré, ben voilà, on peut ajuster plus finement les dosages, et particulièrement chez les patients qui sont hypersensibles aux médicaments. Alors le Laroxyl c'est pareil. Le Laroxyl le soir en gouttes, ben, des fois 2 gouttes suffisent. Oui, tout à fait. Voilà, et par ailleurs, bon, la composition des comprimés me plaît pas, donc du coup je préfère les gouttes. Mais voilà, donc il faut regarder aussi les formulations et la manipulation dans le contexte de la fibromyalgie. Voilà. Après, il y avait les compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, c'est un grand truc dans la fibromyalgie. Ils ont le gros inconvénient de ne pas être remboursés. La seule chose qui est indispensable et remboursée, c'est la vitamine D lorsqu'elle est prescrite par votre médecin. Donc, notamment les ampoules de vitamine D qu'on prend 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Quasiment tous les patients fibromyalgiques sont carencés en vitamine D. Et donc, quand il y a une grosse carence, les gens ressentent vraiment un bénéfice quand ils prennent leur ampoule. Et donc, il y a probablement un lien sur le fonctionnement musculaire, etc. Donc, la vitamine D, c'est important d'en prendre. Alors, on peut choisir de la prendre en gouttes avec prescription médicale et c'est pris en charge. Sinon, on peut aussi acheter des gouttes, les prendre soi-même tous les matins. 3 gouttes, 5 gouttes, 10 gouttes. Ça dépend aussi de la profondeur de la carence, mais il faut en prendre. Alors, mon hypothèse sur la carence en vitamine D dans la fibromyalgie, c'est qu'on a montré qu'il y avait une pullulation intestinale chronique, c'est-à-dire qu'il y avait trop de bactéries dans l'intestin et ce déséquilibre de flore induit un trouble de l'absorption des vitamines liposolubles, dont fait partie la vitamine D. Et donc, il faut en prendre plus si on veut avoir une chance qu'il y en ait une partie qui soit absorbée. Et il y a des gens qui doivent en prendre beaucoup pour avoir un taux satisfaisant. Après, dans les compléments qui sont assez indispensables, il y a le magnésium, sous réserve qu'il soit bien toléré au niveau digestif. Donc le magnésium marin notamment, mais moi il y a aussi d'autres formes que je prescris. Le magnésium, ça calme les muscles, ça calme les crampes, ça peut faire baisser l'irritabilité, le stress. Donc c'est intéressant d'en prendre, on peut en prendre matin et soir par exemple, il n'y a pas de souci, ou 3 fois par jour. Ou avant de se coucher si on est stressé au moment du coucher, voilà. Donc le magnésium c'est intéressant. Dans les autres compléments, on peut prendre des compléments polyvitaminés avec des tas de vitamines, la vitamine C, le zinc, toutes les vitamines B qui ont un effet bénéfique sur le cerveau. Donc les polyvitamines, c'est intéressant, sous réserve de vérifier la composition des formulations. Et donc ça, c'est le matin parce que ça peut booster un petit peu. Après, dans les autres compléments intéressants, il y a les probiotiques. Alors, ils ne sont pas tous très bien tolérés. Parce que quand il y a une grosse pullulation intestinale, le fait de rajouter des bonnes bactéries, vous savez, le probiotique, c'est les bonnes bactéries pour rééquilibrer la flore. On sait aujourd'hui que la flore est déséquilibrée, trop abondante et déséquilibrée. Et donc, si on arrive à trouver un probiotique qu'on tolère, vous savez, c'est un peu les probiotiques, c'est comme ce qu'il y a dans les Activia, le Bifidus, tout ça. Et donc, on peut les prendre en gélule. Et donc, si on en trouve un qui fait bien, il faut le continuer. On peut en prendre tous les jours ou tous les 2 jours ou 3 fois par semaine. On trouve un peu son équilibre. On en change jusqu'à ce qu'on en trouve un qui soit bien. Les pharmaciens sont de très bons conseils sur tous ces compléments. Ça, c'est les probiotiques. Ça, c'est les probiotiques. Et il faut faire la différence avec les prébiotiques. Alors, les prébiotiques, c'est ce qui va bien nourrir la flore pour pouvoir faire se développer une bonne flore intestinale.
Donc, par exemple, manger du poisson, manger des légumes, c'est très important parce que ça fait partie des choses qui vont bien nourrir votre flore intestinale, des oméga 3, etc. Et puis l'aloe vera, des choses comme ça, voilà, ça peut aider votre flore à bien se modifier, se reconstituer. Et puis, parmi les autres compléments, il y a la glutamine, qui est un peu le carburant des cellules intestinales, qui peut être intéressant aussi. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, donc c'est un constituant qu'il y a dans les aliments. Il y a des aliments qui sont riches en tryptophane, par exemple l'avocat, des choses comme ça. Mais on peut le prendre en complément aussi, et puis dans le cerveau, enfin dans le corps, ça va se transformer en sérotonine. Et donc c'est un petit peu, quand il y a un petit peu un coup de mou au niveau du moral, ça peut aider. C'est la molécule du bonheur. C'est la molécule du bonheur. Par contre, il faut demander, quand vous êtes sous antidépresseur, vous avez un lourd traitement psychotrope, il ne faut pas que ça interagisse avec le traitement antidépresseur. Donc, il faut demander conseil à son psychiatre. Voilà. La vitamine B12 aussi. Et la vitamine B12, voilà. Mais alors ça, la vitamine B12, l'avantage, c'est qu'il existe un dosage, et donc on peut la doser dans le sang pour voir si elle est basse ou pas. De même pour les folates, la vitamine B9, on peut la doser. Et la vitamine D, c'est les trois qu'on dose habituellement. Les autres, on ne les dose pas de façon courante. Mais en tout cas, ces trois-là, on peut les doser, effectivement. Alors, je ne sais pas si j'ai balayé. Après, beaucoup de patients essayent beaucoup de compléments un peu différents. Effectivement, si le curcuma vous fait du bien, faut continuer. Si la spiruline vous fait du bien, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de contre-indication du tout à prendre des compléments comme ça, à se faire conseiller. Et voilà, je redis, les pharmaciens connaissent mieux que les docteurs tous ces compléments à base de plantes, ces compléments alimentaires, ils peuvent tout à fait vous guider. Et de toute façon, c'est pas sur ordonnance et c'est pas remboursé. Donc, si vous avez un pharmacien qui peut vous guider, ça peut être une bonne chose. Voilà ce que je voulais dire sur les compléments. Je sais pas s'il y a des questions. Bon. Donc, en conclusion ma conclusion sur les médicaments de la douleur, en fait, quand vous avez un pic douloureux, il faut pas que vous ayez le réflexe un comprimé pour faire passer le pic douloureux. Il faut que vous ayez à votre disposition d'autres méthodes pour atténuer la sensation douloureuse. D'accord ? Que ce soit une séance de sophro, une séance de méditation, une séance d'hypnose que vous avez apprise, que vous savez faire, que vous maîtrisez. Mais c'est ça, l'objectif c'est ça. C'est pas de bouffer du comprimé toute la journée. Et si vous venez voir le docteur en disant il faut me changer mon ordonnance, on n'y arrivera pas comme ça. Voilà, alors juste une info quand même intéressante, c'est que globalement chez les gens qui arrivent à mettre en place un bon rythme, activité physique, repos, une alimentation sans gluten, sans lactose, avec une régression progressive des douleurs, il y a des gens qui reviennent en consultation en disant dis donc j'ai élagué mon ordonnance, je prends plus le Topadic, je prends plus le Doliprane, de toute façon ça marche pas très bien, j'ai diminué, je prends moins de gouttes de Laroxy, voilà. Et donc en fait ce qui est intéressant c'est que moi j'imagine le traitement comme un panier en fait, et dedans oui il y a les médicaments, mais oui aussi il y a les techniques de relaxation, il faut éloigner le stress, il faut se reposer. Mais il faut aussi bouger. On peut faire du TENS, on peut faire de la RTMS. Bon, la kétamine, vraiment, si on s'en sort pas. Les compléments alimentaires. Et puis, donc, et le panier, en fait, ça va être le vôtre. Globalement, on a les grandes lignes, mais chacun va avoir un peu ce qui lui fait du bien à lui. C'est pas forcément tout à fait ce qui fait du bien à l'autre. Même si on connaît un peu les grandes lignes. Moi, je vois plutôt comme ça la prise en charge. Parce que si on fait, j'essaie la RTMS, ça marche pas. J'essaie le sans gluten, ça marche pas. Moi je crois qu'il faut tout mettre dans le panier, il faut cumuler un peu tout ça pour mettre bien en place l'hygiène de vie, etc. Et puis au fur et à mesure, vous verrez que les médicaments, on pourra les diminuer. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. En tout cas, ça explique que notre relation soit une relation de longue durée. Parce que comme la maladie va faire ça, des vagues, on va vous voir en haut, en bas, on va vous voir en haut, et puis on va vous suivre comme ça. Et on fait partie du traitement. Voilà, et il y a un élément très important dans le traitement, c'est être positif. Voilà, donc il faut pas. Moi, je suis pas pour, par exemple, les groupes de parole où chacun raconte ses misères. Je pense que les patients ont tous un petit peu leur misère à eux, et donc justement, il faut essayer de s'en sortir par le haut. C'est ce qu'on essaye de faire ici à Isopus Soutien. Mais voilà, il faut essayer de s'entourer de personnes positives pour remonter les marches. Et on n'est pas arrivé en haut, on y va tout doucement. Mais si on redescend avec des trucs négatifs, on va pas y arriver. Donc, il faut vraiment essayer de s'entourer de choses positives. Ça, c'est vraiment important, cette notion d'Isopus, là, parce que je suis ravi d'accueillir 2 de mes patients ce matin qui sont venus, qui ont fait l'effort de venir, parce que je leur ai
vendu, entre guillemets, le projet en leur disant qu'il fallait venir échanger avec les patients sur les stratégies d'adaptation, non pas pour entendre des patients gémir les uns les autres, moi j'ai ceci, j'ai cela, mon médecin il m'écoute pas, il est nul, celui-là, c'est pas ça. Mais sur les stratégies d'adaptation que tout le monde a pu mettre en place pour positiver. Moi je suis allé voir tel acupuncteur, c'était super. Moi je suis allé voir tel réflexologue plantaire, impeccable. Moi je suis allé dans telle ville de cure, c'était une petite ville par rapport à une grande ville, j'étais pas un numéro, j'étais bien accueilli, c'était sympa. C'est toutes ces stratégies-là et chacun va trouver sa formule. Et c'est ça qui est important. Et comme ça, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi en quête de conseils pour justement amener le diagnostic. Parce qu'on a eu énormément de personnes qui sont passées et qui ne savaient pas vers qui en fait s'orienter pour émettre le diagnostic. Et c'est vrai que on peut justement par le biais d'Isopus Soutien effectivement et la discussion les orienter un peu comme on peut parce que voilà on n'est pas médecin, on n'est pas mais justement leur dire de je ne sais pas si tout le monde a entendu. Oui, donc ce que disait Iris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici à la maison Isopus parce qu'en fait, oui, ils ont des douleurs, ils ont de la fatigue, mais le diagnostic n'est pas posé. Donc voilà, l'idée c'est qu'on peut les guider un petit peu. Le mieux, c'est que votre médecin traitant vous envoie vers un rhumatologue. Moi, ça me semble la piste la plus intéressante pour qu'au moins le diagnostic soit posé. Voilà. Pour l'instant, la filière, c'est rhumato. C'est rhumato et ensuite centre de la douleur. 75% des diagnostics sont faits par les rhumato pour l'instant. Voilà, ouais. Ok. C'est important parce que c'est vraiment la question récurrente. De quoi l'accès au diagnostic? Oui, le diagnostic. Qui va nous faire le diagnostic? Alors, ça, c'est très curieux parce que finalement, on vous dit que c'est une maladie du système de transmission de la douleur, donc un système neurologique. Eh ben, ça n'intéresse pas du tout les neurologues. C'est même pas la peine d'aller leur en parler. Et en fait, les rhumatismes, ça les intéresse indirectement. C'est parce qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont périarticulaires, péritendineuses, etc. Et en fait, le fait d'aller les voir, ça va éliminer quelque chose de plus compliqué. Un rhumatisme inflammatoire, comme a dit Laurence tout à l'heure. Et nous, une fois que vous arrivez chez nous, hop, le rhumatisme inflammatoire, il est écarté. On n'a pas à faire tous les examens, les machins, etc. Et on embraye sur la fibromyalgie. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Mais la problématique du diagnostic, c'est un truc important. Ça a été souligné par la commission d'enquête sur la fibromyalgie en 2016. Ça a été souligné par l'INSERM, le rapport qui est paru l'année dernière. Donc, c'est souligné par toutes les enquêtes sur la fibromyalgie. C'est le problème du diagnostic. C'est vraiment... Bon, c'est aussi pour ça qu'on est là. On a aussi créé Isopus pour donner les infos aux professionnels de santé, de faire des conférences, etc. Voilà. Très bien. Allez. Chers confrères. Allez.